Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, ensemble, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, mon complice pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on parle ensemble. Alors on va aborder le sujet de l'économie du sport. Et puis comme d'habitude, une question pertinente de notre internaute. L'entreprise à mission, c'est quoi ? Entreprise à mission, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission. L'appui d'un réseau, un levier essentiel pour la réussite d'une entreprise, afin de se sentir moins seul, de partager des expertises ou des expériences, et aussi pour s'échanger des informations. Les femmes entrepreneurs peuvent compter sur le réseau FCE, Femmes Chefs d'entreprise. À Grenoble, elles ont même créé leur propre trophée pour chaque année mettre en lumière l'une d'elles. C'est le trophée des ailes. Et puis à la page innovation, le rétrofit, c'est la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques et c'est la spécialité de Phoenix Mobility basée à Fontaine. Enfin, focus sur Coffee, le comptoir France-Italie. La célèbre enseigne grenobloise fête cette année ses 50 ans. En un demi-siècle, la formule n'a pas changé. Aller de l'autre côté des Alpes pour sélectionner les meilleurs produits du terroir, négocier directement avec les producteurs et revenir avec une gamme qui mixe la tradition et l'innovation. Succès garanti pour les 5 magasins présents dans toute notre région. Il représenterait 2% du PIB mondial. Le sport est un pilier essentiel de l'économie sur lequel repose une multitude d'organisations, les associations, les clubs, les fédérations, mais aussi pas mal d'entreprises, que ce soit pour la distribution d'articles de sport ou pour la construction d'équipements. Le sport irrigue notre économie, son poids est important et aussi grandissant. Alors au moment où la France s'apprête à accueillir dans 2 ans les Jeux Olympiques à Paris, Alain, vous avez choisi de faire un panorama de ces acteurs. Tout à fait. Alors l'économie du sport, ce sont des acteurs très hétérogènes. Commencer par 2 chiffres. Le sport, c'est 360 000 associations ou structures associatives, donc un quart des associations en France, et 120 000 entreprises. Et puis des acteurs importants, bien sûr, tous les acteurs publics qui accompagnent le sport, et des nouveaux entrants, on le verra, du capital investissement, des investisseurs, des fonds. Si on vient sur les associations, ce sont les clubs, les fédérations, les structures de proximité. Je le disais, un quart des associations en France sont sportives. Les entreprises, 120 000 pour 77 milliards de chiffre d'affaires. 77 milliards. Ouais, presque 80 milliards, ouais, c'est considérable. De tout type, des petites entreprises de proximité, des grands groupes, des ETI, des fabricants, des organisateurs d'événements sportifs. Et puis nous avons bien sûr les structures publiques, communes, intercommunalités, départements, régions, qui portent les actifs souvent sportifs, et des nouveaux entrants depuis quelques années, des fonds d'investissement, qui ont identifié quelques sports porteurs et qui sont en train de se diversifier, notamment avec les outils digitaux qui permettent de faire du sport dans diverses situations. Bon, on reviendra sur les investissements, mais il y a aussi beaucoup d'argent pour le sponsoring. Alors le sponsoring en France est assez développé, c'est 2,5 milliards de sponsoring par an, répartis pour moitié vers les associations et moitié vers les entreprises sportives qui peuvent avoir des formes commerciales, et également environ pour moitié en termes de volume, de capitaux, par les PME et les ETI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 98-99% du sponsoring représentent moins de 100 000 euros. Donc on est vraiment sur un sponsoring de proximité pratiqué par les PME et 1%, plus d'1 million d'euros. Et là, on est sur les grosses structures, les grandes entreprises qui accompagnent des grands clubs. Donc en France, on a cette dynamique de sponsoring qui est forte, qui est également très hétérogène et qui couvre quasiment tous les acteurs économiques de notre territoire. Ouais, beaucoup d'acteurs, beaucoup de situations évidemment très différentes en fonction des acteurs et de leur taille. Aujourd'hui, globalement, quel est l'état de santé de cette filière ? La filière a plutôt bien résisté. Globalement, que l'on prenne le secteur marchand ou le secteur associatif, c'est entre moins 20 et moins 30% d'activité durant la crise.
Pour autant, moins de défaillances que les années précédentes, parce que globalement, l'économie française a été soutenue et a connu beaucoup moins de défaillances. De nouvelles entreprises se sont créées, notamment en appui avec les sports individuels ou avec les sports digitaux, et une activité assez résiliente, puisque l'activité a bien redémarré après la crise. Et on a vu certains secteurs, notamment autour des sports individuels, je le disais, et spécifiquement du vélo, qui permettait à la fois d'associer, on va dire, la mobilité douce et puis l'individualité du déplacement. C'était ni la voiture, ni les transports en commun. Dans la construction, dans l'élaboration, mais aussi dans la vente de détail, se développer à tel point qu'on a connu, et on connaît encore un peu, des pénuries dans ce secteur en termes d'activité, avec des pièces, bien sûr, qui sont parfois européennes, mais qui viennent aussi parfois de plus loin. Donc c'est un secteur assez résilient, qui a plutôt bien supporté la crise et qui a aussi été bien soutenu par les pouvoirs publics. Alors précisément, les acteurs publics soutiennent cette filière. Comment ? Alors, les acteurs publics ne sont pas forcément les plus visibles en termes d'image, en revanche, sont très visibles dans les équipements. Le soutien annuel des acteurs publics, c'est environ 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros d'investissement, majoritairement portés par les structures de collectivités de proximité. Les communes, les intercommunalités, qui représentent une quinzaine de milliards en tout, 13 milliards en tout, 13-14 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, les Jeux Olympiques 2024, le budget prévu, c'est 7,5 milliards. Donc chaque année, il y a 2 fois le budget des JO qui est investi dans le sport en France. C'est considérable. Voilà, c'est considérable. Et puis le reste, par rapport à 20 milliards, ce sont les départements, les régions. Et en fait, les acteurs publics construisent les outils sportifs, les piscines, les stades, les gymnases, les entretiennent, les rénovent. Il faut savoir, c'est qu'en France, plus de 60% des outils sportifs ont été rénovés depuis 1995 et que plus de la moitié des piscines en France ont moins de 15 ans. Donc on a globalement un outil sportif en bon état qui est porté par les acteurs publics, qui par ailleurs aident les associations, le plus souvent en mettant à disposition ces outils gratuitement ou pour des sommes qui sont extrêmement modiques. Bon, et en particulier dans les Alpes, des équipements plutôt bien entretenus. Notre territoire est un territoire sportif, à la fois par ses pratiquants mais aussi par ses équipements. Et effectivement, les 3 départements alpins, l'Isère et les Deux-Savoie, sont extrêmement bien équipés, à la fois par la qualité des équipements, mais aussi par la diversité des équipements que l'on retrouve dans les vallées et dans les stations. Et on voit, notamment chez nous, une évolution des pratiques sportives plutôt vers des pratiques bien-être, santé, plus que vers la performance, en tout cas pour le grand public. Cette demande, elle est aussi forte en matière de digitalisation, par exemple ? Oui, alors, le secteur du sport n'a pas échappé, avec la crise Covid, au phénomène de digitalisation, à la fois pour rapprocher le bénéficiaire finalement de la structure, en créant des outils digitaux qui n'étaient pas créés par exemple pour adhérer, pour s'abonner. Les structures sportives avaient très peu d'outils, donc elles sont venues finalement dans ce dispositif-là, mais aussi pour pratiquer le sport. Et voilà, il y a des marques extrêmement connues qui permettent de faire du sport à domicile, à la fois en participant à une communauté et finalement se challenger dans cet élément-là. Et donc l'émergence de ces outils fait arriver de nouveaux acteurs, financeurs, des fonds d'investissement, à la fois sur la pratique sportive, mais aussi sur une pratique qui est plus ludique. Et on peut notamment citer, pour ceux qui l'ont connu de la génération, on va dire, d'avant, les vignettes Panini, bien sûr, qui maintenant sont incarnées par une start-up qui a levé 600 millions d'euros, qui est Sorare, et qui finalement échange par des processus proches de la crypto-monnaie, des vignettes de champions de football, et qui permet aussi de faire des équipes. On est vraiment sur des dispositifs qui ont fait un bond digital, des évolutions digitales fortes durant cette crise. Vous nous disiez aussi que les capital investisseurs s'intéressaient maintenant de très près à cette filière du sport. Alors, ils sont intéressés dans les outils mis à disposition parce qu'il y a du revenu économique, mais ils se sont aussi intéressés bien évidemment dans les événements sportifs, dans les clubs sportifs. Et on peut citer un exemple connu, partageable, CVC Capital Venture, qui est un très gros fonds d'investissement anglo-saxon, a investi dans une structure partenariale avec la Ligue française de football pour accompagner les clubs de Ligue 1 et également valoriser les droits télé. Donc on voit que sport, business, investissement sont des choses qui se marient de plus en plus. Bon, on avait déjà l'exemple britannique où les clubs étaient en bourse et des gros investisseurs étaient intervenus. Mais cette tendance se développe et commence à concerner aussi des structures plus modestes, notamment d'événementiels, de producteurs de matériel sportif, de producteurs d'outils digitaux,
avec des fonds français qui commencent à investir dans ces dimensions-là. Et on est vraiment sur un nouveau souffle, je pense, une forme de modernisation finalement du sport dans une approche à la fois économique, digitale et puis financière, qui, si elle est bien mesurée, permet aussi de développer ce qui est malgré tout un des 2 leviers de la santé et de la bonne durée de vie. Du bien-être, exactement. Merci beaucoup. Merci Alain pour cette analyse. On peut aussi ajouter que cette économie du sport, elle est très évolutive, vous le disiez, qu'elle nécessite des ajustements permanents de l'offre. Chez nous, on peut citer l'apparition du trail ces dernières années, qui a connu un essor considérable. Bien sûr. On n'en parlait pas il y a 10 ans. Le trail, les trails urbains, les trails découvertes. Enfin, je pense que le secteur du sport n'est limité que par notre imagination. Voilà. Voilà une parfaite conclusion. Voilà. Merci Alain. En France, seulement un entrepreneur sur 3 est une femme. Pourtant, il semblerait que la pérennité de leurs entreprises soit supérieure à celle d'un homme. Sans en faire un combat militant, mais plutôt pour les rendre plus visibles, le réseau Femmes Chefs d'entreprise veut susciter un effet d'entraînement pour renforcer l'initiative des femmes entrepreneurs et pour convaincre celles qui hésiteraient encore à franchir le pas. On en parle avec Isaline Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce réseau Femmes Chefs d'entreprise Grenoble-Alpes. On en parle également avec Mégane Major. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la précédente présidente, tout à fait, également très active au sein de ce réseau. Isaline, vous avez été élue en janvier dernier, c'est ça, pour un mandat de 2 ans. Et vous preniez la succession de Mégane, qui a été présidente pendant 4 ans, qui est à l'initiative du trophée dont on parlera, le trophée des ailes. Défendre les chefs d'entreprise, c'est pas un combat militant pour la parité, c'est vraiment pour inciter les femmes à franchir le pas, c'est ce que je disais ? Oui, c'est pour les inciter, pour les encourager. Après, les femmes chefs d'entreprise, c'est une association, c'est la plus ancienne association qui regroupe les femmes de France. Donc, et c'est une association nationale et mondiale. Donc, comme quoi, il y a un vrai besoin. Après, militant, ça l'était à l'origine, forcément. Yvonne Foinant, quand elle a créé les femmes chefs d'entreprise, c'est parce qu'elle n'était pas acceptée dans les syndicats masculins. Donc, elle a dit, puisque c'est ça, je vais créer mon association. Et donc, c'était vraiment militant. Mais là, ça l'est moins. On n'est pas pour la parité à tout prix. Par contre, on s'aperçoit que pour arriver à la parité, il a fallu quand même des obligations. Donc, vous vous dites la parité à tout prix, ça m'agace un peu. Oui, je suis assez... Oui, parce que... ça discrédite un petit peu notre rôle, c'est-à-dire que on dit allez, il nous faut 2 femmes, voilà, on va piocher. Non, il y a des femmes qui sont vraiment tout à fait compétentes et voilà, et donc il faut qu'elles soient reconnues pour leurs compétences et non pas parce qu'elles sont une femme. La meilleure façon d'atteindre la parité, finalement, c'est de rendre les femmes chefs d'entreprise plus visibles. Exactement. Oui, l'idée, c'est de dire que la société, elle est composée d'hommes et de femmes et qu'en fait, les femmes doivent aussi être dans les instances décisionnaires. Elles doivent être à la gouvernance si on veut avoir une société qui soit plus juste et plus représentative en fait, de sa population. Mais quelle est la différence entre une femme chef d'entreprise et un homme chef d'entreprise ? Aucune. Non, je pense que la différence... on dit toujours que les femmes sont plus prudentes, ça c'est sûr, ça il n'y a pas de doute. Les sociétés détenues par des femmes évoluent et se développent un petit peu moins vite que celles des hommes. Mais la pérennité est plus importante. Mais la pérennité, oui, mais parce qu'on est plus prudente, donc on est peut-être moins casse-cou, on va moins chercher à se développer à tout prix et on va surtout chercher à préserver nos salariés avant tout. Donc je pense que c'est ce qui fait que la prudence nous fait perdre un peu de temps peut-être. Alors on parle de visibilité, femmes chefs d'entreprise siègent dans les chambres consulaires. Vous avez des postes à la CCI, dans les chambres de métier, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Tribunal de commerce, tribunal prud'homal. Alors vos exemples précis, Aline Richard, vous êtes la fondatrice de Prédictive Image. C'est une entreprise qui est basée à Vorep, dans le secteur, j'allais dire très masculin, mais je vais me faire sermonner, dans le secteur de l'industrie. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans le contrôle non destructif. Vous contrôlez finalement des composants industriels pour que leur assemblage ne crée pas de problème par la suite. C'est ça pour faire simple ? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est un laboratoire d'expertise. Je fais toujours l'analogie avec les laboratoires médicaux, comme ça c'est plus simple. Je fais des radios et des échographies de pièces pour
pour voir s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas à l'intérieur de ces pièces. Avec une innovation un peu technique, la microscopie acoustique. Alors la microscopie acoustique, oui, la tomographie X, c'est-à-dire tout le monde cherche à regarder en 3D parce que c'est très cosmétique. Donc effectivement, on fait de la tomographie, de la radiographie de ces pièces. Ce qui permet d'aller à l'intérieur c'est ça, de voir composants. des très très petits défauts. Alors on ne cherche pas que des défauts, on cherche aussi à regarder, à faire du suivi de process pour regarder comment des composants évoluent. On fait de l'analyse de défaillance quand effectivement un composant est cassé. Et voilà, donc c'est plutôt un laboratoire d'expertise industrielle. Dans un secteur, je le disais, très technique, qu'on pourrait penser davantage orienté pour les hommes. Et ça, c'est aussi une pensée contre laquelle vous luttez. Il n'y a pas de chasse gardée de secteurs pour les hommes et d'autres secteurs pour les femmes. Non, mais de toute façon, il y a plus d'hommes qui gèrent des entreprises que de femmes. Donc forcément, après, encore plus d'hommes qui gèrent des entreprises industrielles. C'est vrai que les femmes, on les retrouve plus dans le tertiaire. Mais c'est des choses qui sont quand même en train de bien évoluer. Donc je suis plutôt confiante. Et puis on s'aperçoit aussi que, je crois que c'est au niveau des études qu'il y a un basculement où les jeunes femmes sont assez brillantes, mais à un moment donné, elles font des choix dans leur profession qui font que elles s'arrêtent un peu. Elles boudent un peu les études scientifiques, mais je crois que c'est en train de revenir à la normale. Bon, vous, quand vous avez fondé Predictive Image, c'était en 2010, vous aviez déjà une vingtaine d'années d'expérience dans une entreprise équivalente. Qu'est-ce qui vous a permis de dire, allez, c'est l'heure de franchir le pas et de créer ma propre structure ? Alors, je m'étais toujours dit que je créais ma propre structure et en fait, c'est un coup du sort où j'étais dans une société où il n'y avait plus de dirigeants, où elle était à vendre et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je reste et soit je crée ma propre structure et à l'époque, j'ai demandé beaucoup d'aide auprès de gens qui m'ont bien conseillé et qui m'ont dit, Isaline, tu sais très bien faire ce que tu fais, pourquoi tu ne le ferais pas pour toi ? Et je me suis dit, si je ne le faisais pas maintenant, peut-être que je le regretterais 5 ans plus tard ou que j'aurais plus l'énergie de le faire. Donc, je l'ai fait en me disant, je me suis donné le droit à l'échec en tous les cas. J'ai fait en me disant, si ça ne va pas, je retournerai dans le salariat. Et puis voilà. Donc, je l'ai créé, je ne regrette pas. Et est-ce que le fait d'être une femme vous a plutôt handicapé, aidé ou... Très sincèrement, je ne pense pas. À partir du moment où on a les mêmes armes que les hommes, on fait des business plans, je veux dire, c'est des outils que tout le monde sait maîtriser. On sait maîtriser un ordinateur, on est très bien conseillé. Non, je ne crois pas. Et puis en plus, j'évolue dans un monde industriel, très masculin, mais très bienveillant. Je dois dire qu'on n'a aucun problème avec les hommes, en tous les cas, dans ce milieu-là. Megan Major, vous avez créé l'entreprise, l'agence Witty, qui est une agence de production audiovisuelle, une agence que vous avez créée en 2013 avec le rachat d'une autre. Comment, pareil, même question, comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit, allez, c'est à moi de reprendre les rênes en main? Moi, j'étais indépendante déjà à la base. Je m'étais installée en 2009 sur Grenoble et j'étais photographe indépendante. J'avais très envie de revenir aussi à tout ce qui était vidéo, mais je n'avais pas la capacité de prendre plus de clients. Et en fait, j'ai eu l'idée avec mon conjoint de créer une entreprise. Et c'est vraiment le réseau où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mon ex-mari vend son entreprise ». Belle entreprise qui existait depuis 35 ans sur Grenoble. Donc on a fait quand même tout un audit pendant 1 an, accompagné par différentes structures pour effectivement vraiment... voir les tenants et les aboutissants, ce qui se cache derrière les chiffres qu'on nous montre, parce que c'est important d'analyser vraiment le tremplin que ça allait représenter, comment est-ce que nous, on allait pouvoir vraiment redonner de l'envol à cette structure qui était un petit peu vieillissante, puisque le dirigeant était vraiment sur le départ à la retraite, et en même temps essayer de valoriser tout ce qui avait été construit et fait depuis 35 ans. Donc... moi, je crois que c'était vraiment dans mon ADN. Moi, je suis dans un secteur qui est très particulier. Alors aujourd'hui, avec tout le développement du marketing digital, des photographes, des vidéastes, il y en a beaucoup plus. Il y a 15 ans de ça, il fallait créer son propre métier. Donc j'y suis allée sans me poser la question parce que de toute façon, j'avais fait toutes mes études là-dedans. C'était ça que j'étais. Donc vous aviez un associé à l'époque. J'ai toujours un associé. Toujours un associé, bien sûr. Mais le fait de se sentir parfois seul dans l'aventure de l'entreprise, vous l'avez sans doute pas connu. C'est un des objectifs de femmes chefs d'entreprise. C'est aussi d'accompagner, de faire en sorte que les femmes chefs d'entreprise se sentent un peu moins seules.
Alors, moi, je l'ai connu quand même, parce qu'on a beau avoir des associés, on n'a pas le même esprit, on n'a pas le même regard, on n'appréhende pas les choses de la même manière. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Isaline, moi, je suis plutôt une fonceuse. J'investis, j'y vais. Des fois, j'y vais un peu trop franco. Et pour le coup, moi, mon associé est plus prudent et il est plus tempéré. Donc, on n'a pas la même perception. Et puis, on n'a pas les mêmes questionnements. Donc, c'est sûr que de toute façon, partager ces problématiques, c'est grandir et faire grandir son entreprise. Ça, c'est une réalité dans la vie, je pense, en général, mais dans nos entreprises, si en effet on ne partage pas ces doutes, ces questionnements, ces difficultés, souvent on reste bloqué sur des situations qui pourraient se régler facilement et simplement. Et du coup, c'est toute la valeur et la richesse aussi du réseau. C'est vraiment de partager tout ça. Ce réseau qui est donc très ancien, vous nous le disiez Isaline, il y a une 60aine de délégations en France, 2 en Isère, dont la vôtre pour Grenoble-Alpes. Quelques chiffres du coup pour cette délégation, c'est quoi? C'est une 40aine d'adhérentes? Voilà, c'est ça, il y a 40 adhérentes, on était plus nombreuses, mais en fait le souhait du national, c'est qu'il y ait plus de délégations avec moins de monde pour faire en sorte qu'on puisse être plus active en local parce que le département est grand. Donc effectivement, il y a la délégation Nord-Isère qui vient de se créer, enfin qui s'est réglée. Donc il y a une dizaine d'adhérentes, nous on est une 40aine. Il y a 2000 adhérentes en France en tout. Après... sur le chiffre d'affaires. C'est des adhérentes qui viennent de tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise. Hein. Complètement. Bon, beaucoup de TPE quand même, puisque il faut avoir un mandat, il faut être gérante de sa société et avoir au moins 50% des parts, ce qui fait que quand on va voir des très grosses structures, on est plutôt face à des cadres dirigeants, ce qui fait que c'est pour ça que c'est ce qui explique que c'est plutôt des TPE, mais ceci dit, c'est dans tous les secteurs d'activité, promotion immobilière, dans la miroiterie, qu'est-ce qu'on a dans la torréfaction, voilà. Commerce, service. Le commerce, le service. Ouais. On évoque souvent ici le réseautage et l'importance du réseautage. Concrètement, ça s'organise comment? Vous organisez des rencontres, des sessions de formation, des visites? Comment ça s'anime? On a une réunion mensuelle où donc sur un thème bien précis. Ça peut être aussi un témoignage inspirant, donc on va chercher une personnalité en local. On fait des lunch and learn. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des after-work, oui. On essaye de se réunir le plus souvent possible, en tous les cas, sachant que beaucoup d'entre nous faisons partie d'autres réseaux, donc il ne faut pas non plus cannibaliser les autres. Hein. Il faut de la place pour tout le monde, mais voilà, on est très structuré en tous les cas. Et puis bientôt, il y aura ce fameux trophée, le trophée des ailes dont je parlais tout à l'heure en introduction. C'est la 3e édition pour mettre en valeur une femme chef d'entreprise qui s'est particulièrement illustrée dans l'année écoulée. C'est un prix que vous avez créé, Mégane? Oui, avec l'équipe du bureau qui était avec moi lors de mon mandat. Oui, l'idée, c'était de se dire... Finalement, c'est bien de mettre en lumière une chef d'entreprise hors FCE, parce que c'est le principe aussi, c'est d'aller voir justement toutes ces femmes qui ont des belles structures, qui ont des belles initiatives sur le territoire. Et on s'était fait un peu la remarque de finalement tous les trophées ou les prix, c'est de l'argent. Là où moi j'ai eu moi-même un prix, je crois la 2e année après la reprise de l'entreprise, et finalement un chèque de 1 000 €, ça nous aide pas à développer notre entreprise. Donc là on gagne quoi? Là, en fait, on gagne tout un accompagnement personnalisé parce qu'on est 40 chefs d'entreprise, 40 femmes avec des domaines d'expertise dans nos domaines d'activité, mais avec évidemment une palette de compétences énorme. Autant de consultants potentiels, finalement. Oui, tout à fait. Et un chef d'entreprise aujourd'hui, en dehors de son domaine d'expertise, il a une multitude de compétences et une valeur ajoutée incroyable. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, finalement, si on mettait du temps, de l'expertise et qu'on allouait vraiment un accompagnement personnalisé à une dirigeante, est-ce que ça n'a pas plus de valeur pour essayer de vraiment la faire avancer dans le développement de sa structure plutôt que de faire un chèque de 1 000 €? Un an d'accompagnement, donc, et la remise de ce trophée, ce sera le 30 juin prochain au musée de Grenoble, durant une soirée de gala, j'allais dire, durant laquelle vous allez d'ailleurs réfléchir à un autre thème qui est l'inclusion, le recrutement inclusif.
Oui, tout à fait. Enfin, tous les ans, là, malheureusement avec le Covid, c'est que la 3e édition. On avait fait des remises de trophées assez simples parce que c'était les premières éditions, donc on essuyait un peu les plâtres. Et cette année, il y a une belle édition avec un sujet et une table ronde sur l'inclusion, où effectivement, ça nous semble important. Et c'est Pascal Mioche qui sera le parrain de cette édition, avec des beaux invités. Donc, Pascal Mioche, le président-directeur général de Automatique Industrie. Tout à fait. Le spécialiste de l'automatisme et de l'électronique. Oui, l'idée, si je peux rebondir, c'est effectivement qu'on s'était dit les 2 premières éditions étaient plutôt un beau succès. Et on était content parce que ça créait une belle rencontre au niveau de la dynamique économique du territoire. Après, on avait envie aussi de se retrouver en se disant finalement on partage des problématiques. Est-ce qu'on peut essayer de ressortir de cette soirée en étant grandi aussi, en revenant avec des clés pour nos entreprises. La question du recrutement est devenue ces dernières années une question très complexe à aborder. Et l'idée, c'était de se dire, si on faisait un pas de côté en tant que chef d'entreprise pour se rendre compte que, en effet, on regarde le recrutement un peu sous le même spectre, alors que la société et les candidats potentiels ont eux aussi beaucoup bougé et évolué. Et du coup, on a décidé de faire une table ronde pour justement aborder cette question-là avec un angle inclusif et essayer de se dire il faut aussi que nous-mêmes on s'auto-challenge sur comment est-ce qu'on peut créer des conditions et un climat qui soit plus approprié, plus propice au développement professionnel de nos salariés, sans pour autant devenir responsable de tout. Merci en tout cas, ce sera le 30 juin. Merci beaucoup Isaline Richard, merci Mégane Major d'avoir été avec nous. Cette soirée Femmes Chefs d'entreprise, donc on a noté la date, le jeudi 30 juin prochain au musée de Grenoble. Le rétrofit, un enjeu de premier plan dans la mutation des moteurs thermiques de nos véhicules. À Fontaine, la start-up Phoenix Mobility a pris une longueur d'avance en mettant au point un kit qui permet d'adapter un moteur classique en véhicule électrique. Après 4 ans de recherche et développement, elle vise particulièrement le marché des véhicules utilitaires, des fourgons et des fourgonnettes. Reportage. Qui a dit que pour rouler en électrique, vous aviez besoin de changer de véhicule? Chez Phoenix Mobility, on veut rendre la mobilité plus propre et plus accessible. L'entreprise grenobloise a donc mis au point un kit de conversion. Alors ce boîtier-là que vous voyez ici, c'est un pack batterie. Un pack batterie que vous voyez dans les véhicules électriques. La différence de celui-ci, c'est qu'on n'est pas sur un véhicule électrique neuf. On est sur un véhicule électrique thermique à la base, d'occasion, qui a été rétrofité. Le rétrofit, c'est l'acte de conversion d'un véhicule thermique, comme vous le voyez ici dans le cadre de ce véhicule 4x4, en un véhicule 100% électrique. Pour ce faire, tous les composants thermiques du véhicule sont enlevés pour laisser place au kit. La conversion permet au véhicule d'avoir une autonomie de 150 km et surtout de faire des économies de CO2, 61% de moins que si vous conserviez votre véhicule thermique et 56% de moins que si vous achetiez un véhicule électrique neuf. Un kit de conversion destiné aux véhicules utilitaires comme les vannes ou les fourgons. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est là où il y a le plus grand intérêt économique, mais également écologique, parce qu'en fait, on est sur des véhicules qui sont outils. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui peut être remplacé par un vélo, une bicyclette ou une trottinette. Un livreur, un artisan a forcément besoin de son camion avec son matériel à l'arrière pour aller faire ses chantiers, par exemple. Et donc, on vient servir une solution alternative à ces clients-là face au remplacement de leur véhicule pur et dur, c'est-à-dire se mettre à la casse et acheter du neuf. Les kits de conversion de Phoenix Mobility sont 2 à 3 fois moins chers qu'un véhicule électrique neuf, avec des offres dès 28 000 € hors taxe, un prix qui peut diminuer avec des subventions nationales et locales. La métropole de Grenoble a d'ailleurs annoncé le doublement de ces subventions. Aujourd'hui, les TPE et PME peuvent bénéficier d'une aide de 12 000 €. Et en 2022, grâce à ces kits de rétrofit, Phoenix Mobility a déjà un carnet de commandes pour adapter une centaine de véhicules. Ce devrait être 10 fois plus en 2023 grâce à un réseau de garagistes partenaires qui est en train de grossir.
Alpes Décideurs vous donne, vous le savez, la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Clémence veut savoir ce qu'est une entreprise à mission. C'est une question d'actualité. Oui, non, très bien et très intéressante. Alors, les entreprises à mission sont apparues lors de la loi Pacte en 2019, portées par un mouvement, on va dire, d'intégration de l'entreprise dans un environnement au-delà de l'économique. L'entreprise à mission doit avoir dans ses statuts un objectif qui n'est pas que lucratif ou économique, mais un objectif social, sociétal ou environnemental. Et puis, le caractère d'entreprise à mission doit rentrer spécifiquement, être identifié spécifiquement dans les statuts de l'entreprise. C'est-à-dire que ça fait partie, on va dire, de ces éléments fondamentaux. Des contreparties positives pour s'assurer que l'entreprise à mission n'est pas seulement un nom, un badge que se donne l'entreprise. Tout d'abord, être doté d'un comité qui a des moyens pour agir et qui rapporte directement au conseil d'administration pour s'assurer que les missions qui sont identifiées dans les statuts sont bien menées et bien respectées. Une évaluation par un tiers qui va s'assurer qu'effectivement, entre ce qui est écrit, ce qui est prévu, ce qui est juridiquement posé, l'entreprise est bien dans ce chemin-là. Le contrat est rempli. Là, tout à fait. Et puis, comme les entreprises de plus de 500 collaborateurs, une déclaration de performance extra-financière, mais ça, c'est plus usuel. Donc, c'est un chemin qui est employé aujourd'hui par un certain nombre d'entreprises, et on peut en citer quelques-unes. La Maïf est devenue une entreprise à mission, la Camif l'est également, Yves Rocher est une entreprise à mission. Mais il n'y a pas que des grandes entreprises, des petites entreprises également se lancent sur ce sujet. C'est finalement ramener l'entreprise au cœur de la société sur l'ensemble de ses enjeux et l'ensemble de ses impacts. Voilà pour ces entreprises à mission. Merci beaucoup Alain. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Avoir la bonne idée avant les autres, voilà qui crée souvent un avantage concurrentiel non négligeable. C'est le fameux slogan toujours imité, jamais égalé, que pourrait arborer à Grenoble Coffy, l'importateur et distributeur de produits italiens, fête cette année ses 50 ans. Un demi-siècle qui a permis d'imposer une notoriété et d'enrichir une gamme toujours plus appétissante de produits du terroir, tout droit venus des Pouilles de Calabre, de Lombardie ou du Piémont. On en parle avec Igor Stamboulian. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG de Coffy, cette entreprise que tout bon Grenoblois, même celui qui n'est pas d'origine italienne, doit connaître. Les magasins Coffy, toutes les saveurs de l'Italie. Tout à fait. On existe depuis 1972. On est importateur, distributeur de produits alimentaires d'Italie, donc une entreprise familiale qu'ont créé mes parents et que dont j'ai pris les rênes à partir de l'an 2000 et on continue. Aujourd'hui, 50 ans, 5 magasins à Saint-Martin-d'Hères, Grenoble, Saint-Égrève, Chambéry et Villeurbanne. Vous poussez les frontières iséroises. Tout à fait. On essaye de proposer au plus de personnes possibles les qualités de la nourriture et la gastronomie italienne en ouvrant de nouveaux points de vente quand on en a l'occasion. Alors à l'époque, dans les années 70, il s'agissait d'importer des produits italiens pour les Italiens de Grenoble qui étaient très très nombreux. Votre papa a eu du flair ? Oui, alors il a eu du flair parce qu'en plus on lui l'a demandé. Donc il était agent commercial à l'origine et ses clients qui étaient pour beaucoup d'origine italienne ou italiens voulaient retrouver un petit peu leur Italie natale dans l'assiette et il lui disait va à tel endroit, essaye de nous trouver tel produit, tel producteur, etc. En l'occurrence à Corato pour les Patris Cosa où la famille Mastro Mauro était connue de beaucoup ici et c'est comme ça qu'il a commencé à importer notamment les Patris Cosa et puis beaucoup d'autres produits. Bon, alors évidemment, le marché était naissant à l'époque, mais un quart de la population grenobloise était d'origine italienne, donc le succès a été rapide. Les spécialités ont convaincu de nombreux clients. Alors l'entrepôt était basé à l'époque à Fontaine ? Tout à fait. Et puis en 81, mon père a déménagé, mes parents ont déménagé à Saint-Martin-d'Hères, où ils ont ouvert le premier magasin. À l'origine, c'était que des pâtes qu'ils vendaient. Il l'avait vu chez Riscosa, justement. Et il s'est dit, je vais faire comme un magasin d'usine, entre guillemets.
Et on vendait que des pâtes Riscosa et les paquets étaient de 3 kilos à l'époque, pas encore en 500 grammes en plus. Donc on achetait quasiment dans l'entrepôt. Exactement, c'était un petit peu l'idée. Alors Saint-Martin-d'Air, c'est toujours l'entrepôt, le centre névralgique de tous les magasins. C'est aussi adossé à un magasin qui reçoit du public. Je vous propose de visiter ce centre névralgique de Coffy à Saint-Martin-d'Air. Depuis sa création en 1972 à Fontaine, Coffy s'attelle à importer et à distribuer des produits alimentaires italiens de qualité à destination des détaillants, restaurateurs et particuliers rhône-alpins. Créé par Édouard Stamboulian il y a donc 50 ans, puis repris par son fils Igor en 2000, Comptoir France-Italie, c'est avant tout une histoire de passionnés. Les produits alimentaires italiens, c'est une cuisine relativement facile et simple, mais c'est une cuisine qui recherche le bon goût des choses. On regarde un paquet de pâtes comme ça, on n'est pas convaincu, mais une fois dans l'assiette, c'est pas pareil. Et si vous mettez un peu de parmesan par-dessus, c'est une spécialité italienne, le fromage râpé pour les pâtes, ça donne du goût. Et puis après, même les yeux fermés, vous arrivez à reconnaître le produit. Mortadelle, parmesan, huile d'olive, charcuterie, fromage, pain, vin. Ici, 100% des produits proviennent directement des Pouilles, de Toscane, de Lombardie, Corato, Modène, du Piémont, bref, de toute l'Italie. Ça part du nord, au milieu, au sud de Turin. Il y a le Lambrusco. Après, il y a Milan, il y a Venise pour les panettone, il y a Florence donc, pour les vins aussi. Après, il y a Bologne pour la charcuterie, pour la mortadelle. Et après, tout le sud, jusqu'à Naples, pareil pour des pâtes. Après, en Sicile, pour du fromage, pour du vin. Voilà. La Sardaigne aussi, pour le pecorine. Voilà, donc toute l'Italie. Et les consommateurs sont ravis. J'achète du fromage, j'achète du Sicile au poivre, du Sicile aux olives. J'achète du jambon, j'achète des antipastes, des olives et puis des pâtes bien sûr. C'est un choix de pâtes assez fantastique. Voilà. Les produits italiens, on en trouve nulle part ailleurs. La fidélité des produits, des magasins, du commerçant, c'est ce qu'on apprécie le plus. Aujourd'hui, Comptoir France-Italie possède 5 points de vente dans la région, à Saint-Martin-d'Air, Saint-Égrève, Grenoble, Chambéry et Lyon. Oui, 5 points de vente aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'à partir des années 80, tout est allé assez vite. La première boutique, c'était en 86. Oui, on a repris donc un ancien client qui était Monsieur Di Tommaso au centre-ville de Grenoble. Et puis après, l'idée a dû paraître bonne à mon père. Et on a continué avec effectivement Villeurbanne, Chambéry et puis le dernier né Saint-Égrève, où on n'a que du produit alimentaire d'Italie à proposer à nos clients. Ouais, des produits italiens que vous traitez directement avec les producteurs sur place. Vous êtes un peu le El Gringo de l'Italie. C'est ça, on cherche véritablement les zones de production, les producteurs. On n'a pas de grossistes ou autres, c'est nous qui nous occupons d'aller les voir, d'aller les trouver. Alors pour les plus anciens, ça fait même plus de 50 ans, parce que mes parents ont commencé avant même, je pense à Negrini, pour la mortadelle de Bologne notamment, et puis Riscosa aussi. Mais effectivement, à chaque fois, on cherche la zone de production, le producteur et la qualité du produit qu'on va visiter, qu'on va goûter et qu'on va voir sur place, bien évidemment. Alors, la mortadelle à Negrini, il faut nous en parler parce que la recette a été spécialement faite pour Coffy. Oui, effectivement, avec Signor Gianni Negrini, qui connaît mon père depuis plus de 60 ans. Ils ont élaboré cette recette ensemble, entre guillemets, ce qui fait qu'on a toujours le même produit depuis près de 50 ans. Les produits doivent être enracinés dans leur terroir, c'est ça la condition, pour intégrer la gamme. Oui, tout à fait. Et la zone de production... parce que c'est une spécialité locale. Ça aussi, ça compte. Et le producteur qui sait de quoi il parle et quels sont les produits, l'origine, tout ça, c'est important, les matières premières. Alors aujourd'hui, il y a près de 2000 références dans le magasin, sur le site internet. Quelques exemples de produits particulièrement emblématiques. Alors la mortadelle de Bologne, on en parlait à l'instant. Et puis, il y a un petit peu des produits à la mode, entre guillemets. Je disais le jambon à la truffe. Depuis quelque temps, tout le monde nous en demande. C'est devenu une vente importante chez nous. Les burrata, une spécialité pouliaise. Ça fait une dizaine d'années que les gens se ruent dessus, mais de plus en plus. La mozzarella, à l'époque, qu'elle soit au lait de
vache ou au lait de bufflonne, ça posait pas de souci. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le lait de bufflonne, c'est la Campania, donc le côté de la région napolitaine et autres, effectivement, parce que c'est une appellation protégée. Le pecorino est dans le top des ventes. Le pecorino est dans le top des ventes, ainsi que le Reggiano. Mais là, ce sont des produits qui sont historiques. Et on reste fidèle avec eux, avec Pina pour le pecorino. On parlait de la Sardaigne tout à l'heure. C'est le plus beau représentant de la Sardaigne en termes de fromage. Bon, ça donne l'eau à la bouche. Évidemment, des produits bio maintenant, et même des produits sans gluten, j'ai vu. Oui, on a une demande de plus en plus sur les produits sans gluten. Alors, on essaye d'élargir la gamme. Avec un point important, c'est que je les goûte avant, parce que malheureusement, tout n'est pas tout à fait au même goût que ce qu'on pourrait attendre du produit avec gluten. Alors, la gamme, on l'élargit lentement pour avoir un produit qui soit toujours agréable à manger. Goûteux, évidemment. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce qui fait le succès de cette cuisine italienne, de ces produits italiens ? Le côté méditerranéen, bon pour la santé. J'ai l'impression qu'avant tout le monde, ça a toujours marqué les clients. Le côté italien, on se fait plaisir avec l'assiette, ça reste. C'est important. Bon, alors vous le disiez, une fidélité aux fournisseurs qui est aussi essentielle. Et comme toutes les bonnes idées, eh bien, elles sont souvent copiées. On a vu d'autres magasins de produits italiens surgir, une concurrence importante. D'où la nécessité d'innover, d'aller choisir des nouveaux produits, d'être présent sur Internet. Tout ça, ce sont des virages qu'il faut absolument négocier. Oui, tout à fait. Alors, Internet, de plus en plus, effectivement, on est en train de s'y atteler correctement. Et puis, au niveau des nouveautés, voir un peu avec nos fournisseurs actuels s'il y a déjà des produits ou des nouveautés qui peuvent nous apporter. Et puis, pour ma part, je vais en Italie régulièrement dans les salons ou ailleurs pour voir justement des nouveaux producteurs, des nouveaux produits, essayer une nouveauté ou une nouvelle zone de production pour tel ou tel produit parce que, ça y est, ils ont réussi à faire un produit qui sort de l'ordinaire. Il y a toujours des nouveaux produits à découvrir. Tout à fait, c'est véritablement le côté agréable du travail. Bon, les 50 ans cette année, Igor, ça va se passer comment ? Vous allez évidemment faire des animations en magasin, des jeux. Il y a le village italien sur la place Victor Hugo que vous allez relayer ? Oui, tout à fait, avec la Chambre de commerce italienne de Lyon. Du 15 au 19 juin, on fait un marché Passione Italiana sur la place Victor Hugo où il y a des producteurs italiens qui vont venir directement. Et puis nous, on aura un petit stand où on fera quelques dégustations de mozzarella notamment. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, on organise un petit peu des petits lots ou autres à gagner dans les magasins, avec en point d'orgue un voyage à gagner d'ici la fin de l'année, et puis des dégustations qu'on va faire de la fin du mois de septembre au début du mois d'octobre dans tous les points de vente. Là, nos producteurs vont venir directement dans les magasins pour montrer déjà qu'ils connaissent leurs produits et pourquoi ils en sont si fiers, et nous aussi, et ça permettra aux clients de les déguster directement. Bon, on va découvrir dans les magasins Coffee les 50 ans qui viennent. Vous les voyez comment ? On a vu dans le reportage que votre père Édouard est toujours par là, dans les rayons, il surveille. Comment vous voyez les 50 ans qui viennent ? Ben, on verra. Mes enfants, pour l'instant, me donnent un coup de main. Donc, ils sont rentrés dans la société tous les deux. J'ai 2 fils, Arthur et César. Et puis, on verra si ça leur plaît. Je le souhaite, parce que c'est une belle histoire familiale. Il faudrait qu'on pense et qu'on continue sur les 50 prochaines années. Ça pourrait être bien. Une bonne idée des années 70 qui perdure 50 ans après. Remarquable, oui. Mais ça, surtout, ça donne l'eau à la bouche à vous entendre décrire toutes les saveurs italiennes. C'est très plaisant, un peu frustrant, mais très plaisant. On veut bien aussi aller en Italie tester les futurs produits. C'est vrai, il faudrait que j'organise un bus pour faire une... Merci beaucoup en tout cas, Igor. Bon anniversaire à Coffee. Merci à Alain Denisot d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur notre site internet télégrenoble.net. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.